Je commence comme ça parce que nous étions récemment en Belgique, on avait gagné un prix pour le European Young Entrepreneurs Awards. Et on n'a peut-être pas commencé en disant attention les gars, les Européens disaient pensez grand, faites grand, innovez, n'ayez pas peur. Et je crois qu'on aurait dû leur dire excusez-nous, ce qu'on est en train de faire c'est vraiment très grand. Prenez du recul, et parce que si vous n'êtes pas en train de comprendre que ce qu'on fait est grand, vous n'allez rien comprendre du tout, vous allez voir un mur. Donc, je vous prépare un tout petit peu. Alors, d'abord, j'ai travaillé à Altavista dans les années 90, où là, vous voyez Altavista, la courbe en rouge, c'est la descente d'Altavista Google a rattrapé Altavista seulement en 2001, mais c'était jusqu'à l'époque la plus grande machine de recherche sur l'Internet. Je travaillais avec Louis Monnier, un Français, et Mike Burrows, un Anglais, qui avait créé ça. Et je travaillais sur la machine de traduction Babelfish, qui était l'équivalent maintenant de Google Translate. Et je l'ai appelé Babelfish parce que il y a une histoire de fiction très très connue en Angleterre qui s'appelle The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, qui dans les années 70 était sur la radio, sur la BBC. Après, une série de télévision en a été faite. C'est une comédie de philosophie science-fiction, on pourrait dire. Et le Babelfish, c'était un poisson. La Terre est détruite au début parce que des bureaucrates veulent construire une autoroute à travers l'espace et la Terre est dans le chemin. Alors ils arrivent à faire du stop sur un vaisseau spatial qui passe. Et évidemment, comme ils parlent tous des langages différents, il faut un truc pour qu'on puisse comprendre. Et ce poisson de Babel, on le met dans l'oreille, ça peut traduire tous les langages de l'univers. Alors, Douglas Adams qui écrit ça explique que ça c'est pas Douglas Adams, c'est le Hitchhiker's Guide to the Galaxy qui est quelque chose qui ressemblait au web déjà. Et il clique dessus, ils essaient de trouver qu'est-ce que c'est, et ça explique que voilà, ça traduit, comment ça traduit, et aussi qu'un philosophe a fait d'une fortune incroyable en utilisant ça pour prouver la non-existence de Dieu. L'argument étant que comme Dieu a dit que nous devions être libres d'arbitre, il ne pouvait pas prouver, il ne devrait y avoir aucune preuve de son existence. Pourtant, ce poisson prouve son existence et donc il se évapore dans une puff of logic, comme il disait. Bon, je ne m'arrête pas là-dessus. Donc, le social. Dans une autre partie de ce Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le caractère principal se trouve sur une Terre similaire au nôtre, mais avec des peuplades beaucoup plus primitives. Et tout au début, il pense qu'il va être le maître de l'univers. Et puis, il découvre qu'en fait, il ne sait pas créer un toaster et juste à peu près faire un sandwich. Et donc, un artiste anglais de la Royal Academy of Arts s'est dit, bon, moi, je vais créer un toaster du début à la fin. Il a pris donc un toaster, voilà, 3 livres, 4 livres à peu près. Il a démonté, il y avait 500 petits morceaux dedans qu'il a arrangés en différentes parties, par les matériaux. Et c'est Thomas Thwaites, vous pouvez le trouver sur TED. Et après, il a trouvé les métaux. Avec les métaux, il est allé, comme hier, on avait des rochers là dans la comédie là. Il est allé aux mines pour trouver les rochers. Après, il est allé essayer de les transformer en métal. Il a découvert que pour essayer d'avoir les outils, il fallait remonter au Moyen Âge. Enfin bon, à la fin, il n'a pas réussi. Il a trouvé des outils beaucoup plus modernes pour essayer de transformer les matériaux dans les métaux différents. Il avait un problème avec le plastique, vous pouvez voir tout ça en ligne. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est ça. Et c'était pas mal. Ça veut dire donc quoi? Pourquoi est-ce que je mets ça? C'est parce que une autre conférence sur TED a bien montré, et on discute ici avec l'organologie générale, c'est que pour faire un objet technique, il faut une certaine taille de société. Ça a été prouvé de différentes façons.
Il faut des institutions pour arriver à notre niveau de technologie. Il faut des institutions légales, des institutions d'éducation. Il faut tellement de choses différentes que personne n'est capable de faire à lui-même un objet aussi simple du début à la fin. Donc, tout est social, c'est ça que je veux dire. Tout est social du début à la fin. Toute l'économie, toute notre éducation. Et pour pouvoir créer et résoudre les problèmes gigantesques qui nous viennent, là, il va falloir améliorer notre communication sociale, notre communication, notre échange de savoir, de données à travers le monde pour qu'on puisse s'organiser pour, par exemple, résoudre les problèmes écologiques, les problèmes politiques, etc. Donc, l'architecture des réseaux sociaux que nous avons comme ça c'est une image du Economist, c'est pas la solution architecturale du tout. Ce sont c'est un peu comme au Moyen-Âge, des forteresses closes, impossible de passer de l'un à l'autre. Ça amène simplement à des monopoles gigantesques qui sont des panopticons. Et c'est ça, et qui inévitablement, dans la centralisation des données qu'ils font, amène à un état police. Évidemment, il ne me présente pas comme ça. Donc, quelle est la solution? D'abord, si on regarde, j'avais fait ça l'année dernière, je repasse rapidement. Si on regarde les systèmes téléphoniques, on voit déjà qu'on peut rapidement, déjà avec des systèmes très anciens, on peut communiquer à travers le monde de façon complètement ouverte. Donc, on n'a pas besoin de savoir avec quel provider de télécommunication la personne avec laquelle vous allez communiquer utilise. Vous avez simplement besoin de savoir son numéro de téléphone. Vous utilisez le numéro de téléphone, la personne peut être en Allemagne, aux États-Unis, vous pouvez l'appeler. Avec les emails, c'est la même chose. On pouvait communiquer dans les années 70 et 80 avec l'email à travers le monde. Et le web, c'est la même chose. C'est des serveurs distribués qui sont reliés, les pages web se relient de l'un à l'autre, et ça fait le web qui permet cette scalabilité du web, puisque tout le monde peut participer simultanément à l'éclosion du web. Il ne faut pas aller voir quelqu'un pour leur demander permission. C'est un système distribué à tous les niveaux. Donc, la sémantique, c'est quoi? On va rapidement le regarder là. Je vous ai montré les différents URL, le numéro de téléphone, les adresses e-mail. Ce sont des identifiants, et les identifiants, ce sont des URI, ce sont des Universal Resource Identifiers, ce sont des identificateurs de ressources. Ce sont des noms, c'est comme ça qu'on appelle ça dans philosophie analytique. Il y a beaucoup de livres sur le nommage. Et ce qui est intéressant, c'est que Tim Berners-Lee, qui était sur la spec des URI, l'a organisé pour qu'il puisse dénoter non seulement des objets documentaires, mais aussi des objets, indirectement, des objets physiques. Et comment est-ce qu'il fait ça? On voit là dans la boîte bleue l'URL qui dénote le document. Le document, lui, décrit avec l'URL en rouge, qui est un peu plus grand avec le hash là, oui, décrit Tim Berners-Lee avec une description qui l'identifie uniquement. Et donc, on a la relation chaque URI a une relation de référence. L'URI en bleu réfère au document, l'URI en rouge réfère à Tim Berners-Lee, et l'URI en rouge a un sens qui est donné par le document. Donc, ça, ce sont la relation de Frege du Sense and Reference sur lequel le web sémantique est basé. Pour comprendre le web sémantique, c'est simplement une structure de relation, sujet, relation, objet, avec lequel on peut décrire toutes les relations et toutes les données qu'on veut. D'accord ? La sémantique, c'est la relation entre les noms et les objets dans le monde, et la syntaxe, c'est la façon, ce sont ces noms, ces URI, et les grammaires pour faire des phrases. On pourra dire donc une phrase est vraie si et seulement si les objets dans le monde sont ainsi que le dit la phrase. Bon, ça serait Tractatus 1. Alors, donc, je vais vous faire rapidement une démo de ce qu'on peut faire avec ça, parce que tout ça, c'est très abstrait. On a mis ça en place récemment. J'ai créé un petit adresse book, là. Ça va chercher mon fichier sur mon serveur web. Je peux cliquer sur quelqu'un ici. Ça va chercher son information sur son serveur. Là, vous avez vu la seconde colonne se remplit. Je vais vous montrer rapidement. Là,
Ça va là? Je vous montre, je ne sais pas si on m'entend. Je vous montre rapidement là ce qui se passe sur le network là. Par exemple, si je clique sur Tim Berners-Lee là, ça va chercher, on voit là en bas. D'accord. Là, j'avais juste besoin. J'ai cliqué sur Tim Berners-Lee. Il y a une requête qui a été faite en bas. On le voit dans le browser, là, dans la version développementeur pour le développeur. Vous pouvez voir qu'il y a une requête qui a été faite sur la w3.org, la World Wide Web Consortium, les gens qui créent les standards du web. Et vous voyez d'ailleurs que l'URL, c'est l'URL que je vous ai montré tout à l'heure, l'URL de Tim Berners-Lee. Donc on est passé d'un document, d'un profil sur mon site web à un document sur le site de Tim Berners-Lee qui le décrit. Vous voyez toute l'information dans le truc de droite. C'est des informations qu'on prend de son fichier. Tout ça, c'était possible depuis 2001. Il y a, Tim Berners-Lee a créé la bibliothèque rdflib.gs. Il suffit de l'utiliser. Mais le problème pour l'instant, quand on arrive à là, on pouvait faire ça, donc des réseaux sociaux distribués, c'est facile à faire. Enfin, il faut les rendre faciles à utiliser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de développeurs qui se sont tracassés beaucoup à rendre ça facile à utiliser. Le problème, c'est la sécurité. C'est que pour l'instant, toutes ces données sont complètement ouvertes. Ça va pour c'est pas un problème pour les gens dans les académies ou les chercheurs, mais pour beaucoup d'autres gens, hein, et les business, les gouvernements, il y a souvent beaucoup besoin de sécurité. Donc comment est-ce qu'on fait la sécurité? Alors je pose aussi cette question de qui est-ce de Platon là. Qu'est-ce que Facebook? Et en fait, c'est rien de très spécial, Facebook. Ça a l'air gros, mais si on le réduit à son minimum, c'est un serveur de blog centralisé avec l'access control à un graphe social. Donc avant, jusqu'en 2005, on avait les blogs, tout le monde pouvait publier. Si on ajoute au blog l'access control et la possibilité d'avoir un graphe social, on peut faire Facebook de façon distribuée, décentralisée, rendre l'autonomie aux gens. Comment on fait ça? Ben, c'est simple. Dans le profil là, de Tim Berners-Lee ou de n'importe quelle personne, on met une clé publique, la clé publique de la personne. Ça peut se faire très facilement, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais ça c'est la cryptographie. Avec la cryptographie, on peut avoir l'authentification. Ça ressemble à quoi? Eh ben, assez bizarrement, c'est dans tous les browsers. Donc on n'a même pas besoin de faire des standards là-dessus. Voilà, j'arrive sur un site web, MyProfile, c'est ça a été développé par Andrei Vlad Samra de Paris Télécom Sud. Imaginons que j'arrive la première fois ici, je veux me connecter, je clique Login, il y a une boîte de certificats qui descend et j'ai qu'à sélectionner, j'ai rien besoin de faire. Je vais sélectionner mon certificat. Je peux voir dans ce certificat, ça c'est pour les techos, c'est pas important, mais là-dedans, il y a mon Web ID en bleu, vous le voyez, qui relie à ma clé publique que j'ai publiée de mon profil. Et donc, quand je clique OK, il va vérifier que j'ai la clé privée de la clé publique, il va trouver mon document, vérifier que c'est la bonne, les clés publiques sont les bonnes, et il va trouver toutes les autres informations, par exemple mon profil, une photo, quelque chose comme ça. Donc maintenant, on a l'identification. Une fois qu'on a l'identification, il suffit d'avoir l'access control distribué. Ça aussi, on a développé avec Tim Berners-Lee. On peut avoir des profils, des groupes de profils. On peut avoir le groupe de tous les gens qui sont ici et les mettre sur le serveur de pharmacon.fr. Et quand tous les gens d'ici vont à Ars Industrialis, ils n'auraient plus qu'à cliquer et automatiquement, ils pourraient par exemple éditer des wikis ou des choses comme ça. Ça serait très facile, il n'y a pas besoin de créer un nouveau compte sur Ars Industrialis. On peut créer où vous pourriez aller des universités et communiquer, échanger des documents. Tout ça, c'est possible parce que maintenant, à la W3C, il y a le Link Data Protocol avec IBM et Oracle qui sont en train de mettre en place un petit protocole très simple pour pouvoir éditer des données, créer des photos, envoyer une photo sur un serveur distant,
envoyer des queries, des questions, donc la question qui revient ici souvent. Il y a un langage pour faire des questions sur des graphes, ça s'appelle Sparkle. Il y a toute une série de standards que Tim Berners-Lee a mis en place qui ne demandent plus qu'à être utilisés en fait. Alors, on a aussi, dans mon cas, on utilise Scala, un langage scalable fait en Suisse par un Allemand, qui est utilisé par Twitter, qui est utilisé par LinkedIn. Ça permet une efficacité extrêmement forte et c'est basé sur la théorie des catégories en plus, ce qui rend le travail là-dessus extrêmement intéressant du point de vue d'un informaticien. Bon, aussi, je vais un peu trop vite peut-être. Alors, là, on est en train de créer une start-up. Donc tout ça, c'est bien, mais j'ai essayé de faire l'open source. C'est un peu difficile de rattraper les gens. J'ai trouvé quelques personnes à la cantine. J'aurais raconté cette histoire. Ils faisaient du Scala. Ils avaient déjà créé une application. Ils aimaient bien l'idée. Et on va essayer de mettre ça en place. Ils sont au labo de l'édition en plus, donc rien ne pourrait être mieux. Et je vais faire une petite démo de ça aussi. Alors, bon, hop, par exemple, je vais sur un site du Monde et je trouve cet article sur, sur Snowden et la NSA très intéressant. Alors, hop, je clique sur ce bouton-là et ça m'ouvre un petit peu un espace pour rentrer de l'information. Là-dedans, je peux mettre des métadonnées. Je peux le catégoriser dans une boîte. Par exemple, je peux mettre ça sur Security. Je pourrais sélectionner des morceaux du texte. Je ne vais pas faire ça trop. Je vais pas passer trop de temps dessus. Voilà, j'ai tout le texte ici et je peux le sauvegarder. Après, quand je suis dans Stample qui est ici, je peux regarder les textes sur la sécurité que j'ai amassés. Je peux zoomer un petit peu, je peux retourner je peux ajouter des métadonnées. Où je peux éditer le contenu. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous avez déjà tous vu ça. Voilà, ça c'est l'application qui est une application Web 2. C'est-à-dire le browser communique directement avec le serveur là. Utilise du JSON, les requêtes HTTP de base. Mais c'est pas ça qu'on veut là. Là c'est du client-serveur, c'est dans la logique hegelienne, c'est le maître-esclave là. Le client est esclave du serveur et on veut distribuer ça. Donc on va faire quoi? Il va falloir faire ça en plusieurs étapes. Il va falloir remplacer. Alors c'est ça le gros problème et pour la raison pour laquelle personne ne le fait, je pense. C'est parce que toutes les bibliothèques, JavaScript et serveurs, tous les outils des ingénieurs qui vont fabriquer ces choses-là, les forcent à utiliser, à rentrer dans le système client-serveur, maître-esclave là. Et juste avec mes partenaires, déjà de les convaincre de passer à un réseau social distribué, à utiliser le link data, à utiliser de nouvelles technologies, ben ils ont peur. Hein. C'est comme quand j'étais tout petit, ma mère m'avait mis sur un slide, toboggan, et il y avait de l'eau en bas, et puis bon, je suis parti, je suis tombé dans l'eau, j'étais complètement perdu, elle m'a ressorti. Mais il faut se laisser glisser, il faut se laisser, c'est comme ça qu'on apprend à nager. Mais les outils ne sont pas faits pour ça. Donc c'est là le point de difficulté, je pense, le plus, c'est que même les ingénieurs ont du mal et ont peur d'aller plus loin. En plus, c'est open source, donc j'ai mis toute la version qui est la plateforme en open source. Il y a beaucoup de travail à faire. Si les universités veulent travailler là-dessus, je suis content de vous aider. S'il y a des gens qui veulent nous aider à avoir des ressources là-dessus, ça va nous aider d'avancer très vite. Et ben voilà, et c'est ça. Il y a beaucoup plus à dire, mais je crois que je me suis resté dans le temps là.